Cette conférence vous est présentée par Blend, l'offre en RH et transformation by Extia. Les équipes Blend vous accompagnent pour accélérer votre transformation, engager vos collaborateurs, développer leurs compétences et sublimer votre marque employeur en adaptant notre savoir-faire à votre réalité. Nous vous aidons à trouver votre propre recette. The Right Blend. Bonne conférence! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence Blend dédiée aujourd'hui à l'employé advocacy. Bonjour tout le monde. Alors j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Guillaume Couder, fondateur de l'agence Influenceur RH, créateur de contenu marque employeur et Top Voice LinkedIn. Merci beaucoup Guillaume. Merci de ton invitation Benjamin, très content d'être là avec vous tous et toutes. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au thème de l'employé advocacy. Pour ma part, Benjamin Marin, je suis directeur de la communication chez Extia, qui est une société de conseil en IT et digital, et je suis également directeur de projet chez Blend, qui anime aujourd'hui cette formation et qui est notre offre de conseil en RH et transformation. Et donc, on a décidé de lancer une série de conférences sur les ingrédients d'une Great Place to Work. Et donc, l'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir aborder le thème de l'ambassadoriat, mais sous un angle un peu différent, qui est l'angle de l'émotion et donc de la fierté. On va en parler tous ensemble aujourd'hui. Donc, 3 grands axes qu'on voulait voir avec vous. C'était qu'est-ce que déjà l'advocacy, quels sont les impacts très concrets pour les collaborateurs et pour les entreprises, et puis surtout, vous partager quelques tips utiles et très pratiques pour pouvoir développer ces programmes et ces notions au sein de vos équipes. Exactement. Et on a un petit jeu concours d'ailleurs à vous proposer à la fin de cette session. Donc, restez bien à l'écoute jusqu'à la fin. Le petit cadeau, et c'est pas un petit cadeau, en fait, c'est plutôt un gros cadeau puisque les équipes Extia vous offrent un accompagnement sur votre propre personal branding, une vraie session de coaching. Et de mon côté, j'ai le plaisir de vous offrir un petit snack content. Ça peut être un épisode de podcast, ça peut être un article sur votre site web ou encore une petite vidéo que je viendrai tourner chez vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura un tirage au sort. Alors, c'est vrai qu'on parle d'employés advocacy aujourd'hui, programme ambassadeur en français, puisque certains se disent employé advocacy, c'est un mot assez barbare. Voilà, programme ambassadeur, employé advocacy, c'est exactement la même chose, mais de quoi il s'agit? En fait, les programmes d'employé advocacy ont vraiment la cote en ce moment. Il y a pas mal d'entreprises qui se lancent là-dessus. Pour quelles raisons? Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est quand même difficile de se donner de la visibilité auprès des candidats, des candidates, ou même au niveau commercial, d'attirer de nouveaux clients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va mobiliser ses salariés, ses collaborateurs, les meilleurs finalement ambassadeurs, des personnes qui vont représenter l'entreprise sur leurs propres réseaux sociaux et LinkedIn en particulier puisque c'est le réseau social professionnel par excellence. Exactement. Et alors, on parle souvent d'employé advocacy. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de se dire, il y a la définition très pragmatique qu'on vient de vous partager, mais maintenant, quel est le moteur derrière cette démarche d'ambassadoriat? Qu'est-ce qui vient nourrir cet aspect-là? Parce qu'on pense souvent que c'est un sujet de LinkedIn, de visibilité. Or, le réel sujet, en tout cas la réflexion qu'on a eue avec Guillaume quand on a mené cette conférence et quand on a pensé ce programme, c'était de se dire, en fait, derrière, c'est pas tant un sujet de charte éditoriale ou de post LinkedIn, c'est un sujet d'émotion. Et plus particulièrement, c'est un sujet de fierté. Et la fierté, c'est une émotion qui parfois peut être un peu sous-cotée en entreprise, on ne va peut-être pas forcément s'y intéresser. Or, c'est un levier de performance, de bien-être et un levier managérial extrêmement important. Parce que la fierté, elle a cette fabuleuse capacité à être une émotion expansive, donc on a forcément envie de parler et de la partager. Et donc on va aller s'intéresser ensemble aujourd'hui, on va creuser cette notion de fierté avec vous. Avec une petite précision tout de même, on parlait tout à l'heure des challenges et des cadeaux à gagner. Pour les gagner, c'est très simple. Plus vous interagissez dans le chat avec nous, plus vous avez de chances d'être tiré au sort pour gagner l'un des 2 lots présentés par Guillaume. Donc, n'hésitez pas. Vous avez, pour celles et ceux qui connaissent, qui découvrent en tout cas la plateforme, un onglet chat en bas à droite et vous avez également un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. On pourra y répondre soit pendant la conférence, soit en fin d'émission. On gardera un créneau dédié sur le sujet. Exactement. Donc, la fierté, une émotion expansive, on l'oppose à la honte, qui est une émotion rétractive. Quand on est fier de quelque chose, on va plutôt en parler. Et on est très curieux, avec Benjamin, de savoir quelle est votre définition de la fierté. C'est quoi la fierté pour vous? Et on va pas forcément amener la conclusion dès maintenant, mais on va vous spoiler un petit peu. Sans fierté, pas de programme d'employé advocacy. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Donc, essayez de vous
interroger, parce qu'on s'est posé la question avec Guillaume, voilà, comment vous définiriez la fierté? Vous pouvez nous le partager en commentaire, on vous partagera quelques éléments de réponse également. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une notion, encore une fois, à laquelle on est tous confrontés au quotidien, on en profite au quotidien, mais on n'a pas forcément, une définition en tête. Ouais, et on lit les commentaires en même temps, hein. Laurent, j'ai du mal avec la notion de mobiliser les équipes. Moi, je le fais, mais parce que j'en ai envie et que je suis bien. J'ai Extia, pas parce qu'on me l'a demandé. Ok, d'accord, bah ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Du coup, tu soulignes exactement le propos, Laurent, je te remercie. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de prendre la parole sur son entreprise ou sur un tout autre sujet, c'est une démarche qui est très personnelle, qui est intrinsèque, parce que tu es bien et donc tu as envie de le partager. Et c'est exactement pour ça qu'on vous dit que c'est un sujet d'émotion et que c'est pas parce que la communication ou les RH vous demandent de le faire. Et on a Camille aussi, hein, qui définit la notion de fierté par un sentiment fort de satisfaction. Top. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà de différencier deux types de fierté, parce que potentiellement, c'est un terme qui peut avoir mauvaise presse. On pense ici aux travaux de Tracy et Robbins, par exemple, qui nous disent voilà, il existe la fierté hubristique. Donc là, on est vraiment dans le registre de l'ego, de l'arrogance, une fierté presque qui écrase. Et à côté, on a une fierté dite authentique. Et donc là, on est vraiment dans une sensation d'accomplissement, de dépassement de soi, d'avoir accompli ou surmonté un obstacle particulier qui crée chez nous cette fameuse sensation de fierté et qu'on va avoir envie de partager. C'est une émotion qu'on dit prosociale, qu'on a envie de clamer haut et fort. Et c'est cette fierté-là, c'est la fierté de l'artisan, en fait, du travail bien fait, qu'on a envie d'aller cultiver quand on veut imaginer un programme de collaborateurs ambassadeurs. Et dans cette même lignée, en fait, il y a 3 éléments, 3 niveaux de fierté sur lesquels il faut absolument travailler, ou en tout cas qui nécessitent d'être investis pour qu'un salarié devienne ambassadeur. Ces 3 niveaux sont les suivants. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le faire, ce fameux travail de l'artisan, ce travail accompli, cette fierté du travail accompli. Ou par exemple, un sportif qui se serait entraîné pendant des mois et qui finalement réussit son objectif. Là, on est vraiment sur le faire, sur mon métier, mon expertise, ma compétence. Voilà, le petit geste technique au quotidien qui nous rend fiers. On va avoir un deuxième niveau de fierté qui est celui du lien. Le lien, c'est en fait la tribu, notre sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté. Ça, c'est essentiel, indispensable. En fait, pour tout vous dire, l'humain a toujours eu besoin de ce lien. Par le passé, si on était rejeté de la tribu, tout simplement, on risquait la mort. Aussi simple que cela puisse paraître. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, mais le lien reste un ingrédient extrêmement fort, justement, à développer cette fierté. Et c'est presque l'élément le plus important, on le verra après. Et le troisième élément, ça va être le sens. Mais pas le sens forcément pour moi, mais le sens que l'entreprise va pouvoir mettre dans ses missions au quotidien, à quoi l'entreprise va pouvoir contribuer comme œuvre globale, par exemple, qu'elle puisse être favorable à l'environnement, à la société au sens large, etc. Donc voilà, on a ces 3 éléments, le faire, le lien et le sens, et ces 3 niveaux de fierté sont aujourd'hui indispensables à développer un programme d'employé advocacy. Exactement. Et donc là, la question qu'on se pose et que vous vous posez toutes et tous autour de cette vidéo, c'est d'accord, mais du coup, de quoi sont fiers les gens chez nous? Ça, je vous invite à la poser directement aux équipes. Déjà, je vous invite à vous poser cette question vous-même. Nous, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup chez Exia en disant, voilà, Sam, Lauriane, qui sont en régie derrière nous, qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait briller? Qu'est-ce qui vous rend fier? Puisque ça vient encore alimenter la notion de motivation et d'engagement. Donc, vous pouvez toutes et tous déjà vous poser la question autour de cette visio. Vous pouvez nous le partager également si vous voulez dans les commentaires. On sera ravis de lire ce qui vous rend fier dans votre entreprise aujourd'hui, les différents niveaux énoncés par Guillaume. Mais surtout, ce que je vous invite à faire, et surtout, posez la question lundi à vos équipes, à votre manager, aux équipes que vous accompagnez, à vos collègues. Posez-leur la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui, toi, te rend fier dans l'entreprise? Et Laurent, je te rejoins, il y a un vrai sujet également d'alignement. C'est Morgane également qui nous disait ça, on va en parler tout à l'heure, parce que ça, c'est une condition sine qua non à être dans cette fierté authentique et donc dans un programme qui est sain et qui n'est pas un programme dans lequel on va s'essouffler à demander des choses aux gens alors qu'il y a un décalage, parce que ça, en fait, ça ne fonctionnera jamais. On vous disait également, on s'intéresse aux impacts. Donc, quels sont les impacts de l'employé advocacy? Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour les collaborateurs et pour l'entreprise? Premier élément, et c'est un impact très direct pour vous, toutes et tous, c'est de développer l'employabilité, votre employabilité. Emmanuelle Pays, qui est la directrice générale adjointe d'Exia, nous dit souvent, l'employabilité, c'est la première ressource immatérielle de chacun. Donc, c'est votre première
ressource, c'est votre capacité à être visible, à être attractif sur le marché de l'emploi, à pouvoir potentiellement créer des connexions, développer un réseau, créer des opportunités pour vous comme pour l'entreprise. Et donc, la mise en lumière de votre travail, de votre projet, de ce qui vous intéresse, des projets qui vous intéressent dans votre entreprise, c'est une manière aussi de valoriser votre profil. Ça peut être dans une optique de changer d'entreprise, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être dans une optique de créer des connexions, créer des opportunités. C'est aussi pour ça qu'on appelle les réseaux des réseaux sociaux. L'idée, c'est de pouvoir ensuite aller déclencher des choses pour vous, pour votre entreprise. Et cet aspect-là, il est quand même très puissant. Et en développant votre prise de parole, vous vous rendez visible, vous vous rendez entendu, audible. Et ça, c'est extrêmement puissant pour toutes et tous. Exactement, avec quelques petits exemples. Alors, le premier exemple, c'est celui d'un ami que vous connaissez peut-être aussi sur LinkedIn de notoriété ou vous connaissez peut-être personnellement. C'est Kamel Medjabra. Kamel Medjabra, il était responsable de la marque employeur Decathlon il y a 2-3 ans de ça à peu près. Et il a fait monter en puissance la marque employeur Decathlon sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Et donc, il partageait son énergie autour de Decathlon, autour de ce qu'il faisait au quotidien, de toutes ses fiertés justement, de tous ses projets réalisés. Et ça lui a permis de développer son propre personal branding et par définition son employabilité. Et c'est ce qui lui a permis ensuite, une fois qu'il a terminé son expérience chez Decathlon, puis il voulait tout simplement voler vers de nouveaux horizons, c'est ce qui lui a permis d'attirer une opportunité qui est pas une petite opportunité, celle de devenir responsable de la marque employeur L'Oréal. Donc aujourd'hui, il est chez L'Oréal, responsable de la marque employeur, et là encore, il diffuse énormément de choses sur sa page LinkedIn. Ça, c'est un premier exemple pour développer son employabilité. Un deuxième exemple qui est plutôt intéressant, c'est celui de la cooptation. On a des gens qui, au sein de leurs entreprises, partagent des actualités sur leur boîte, etc., partagent tout ce dont on parlait jusqu'à présent et permettent à de nouveaux salariés potentiels de découvrir l'entreprise de l'intérieur, de découvrir l'envers du décor. Et l'exemple concret, c'est celui d'Auto 1 Group. Vous connaissez peut-être cette entreprise, il y a des marques comme vendezvotrevoiture.fr, Auto Hero. Et chez Auto 1 Group, on a des personnes qui diffusent sur LinkedIn ou font tout simplement ce qu'on appelle du bouche à oreille, échangent avec leur famille, leurs amis au sujet de leur entreprise. Et il y a un de ces salariés justement qui a permis de recruter 3 personnes chez Auto 1 Group juste grâce à ça, quoi. Donc l'employabilité bat son plein lorsqu'on investit ces sujets-là d'employee advocacy. On va avoir un deuxième impact, puisque on parle aussi du côté win-win de ce type de programme, gagnant pour le salarié, mais gagnant aussi pour l'entreprise. On le sait, aujourd'hui, un post diffusé par un salarié a 8 fois plus d'impact qu'un post diffusé par la page d'une entreprise. Et ça, c'est hyper important de le noter, puisqu'on a encore des entreprises extrêmement frileuses à l'idée d'ouvrir les vannes, finalement, de proposer à leurs salariés de communiquer sur les réseaux sociaux, mais elles ont tout intérêt à le faire, en fait, puisque 8 fois plus d'impact sur un post d'un salarié, c'est quand même pas rien, quoi. Exactement. On utilise souvent, nous, quand on en parle chez Extia ou Blend, quand on est en intervention, l'anecdote du restaurant. Donc, imaginez demain, vous devez choisir un restaurant italien. Donc, vous avez 2 options. Option A, je vais regarder les sites institutionnels de tous les restos, je vais regarder les photos, les descriptions des plats, des pizzas, des saveurs, etc. Et je me base uniquement sur ça pour faire mon choix. Option numéro 2, je vais regarder sur Google Avis les différents restos autour de moi, la manière dont ils sont notés, ce que les gens ont dit. Je vais demander à mes amis quelles sont les recommandations, etc. Et là, je vais miser plutôt sur un sujet, quels seront les ambassadeurs des restos italiens connus et qu'on nous recommande. Donc après, libre à vous, vous pouvez aussi tester l'option 1, il n'y a pas de problème, mais c'est exactement la même chose, en fait, c'est-à-dire, on fait naturellement plus confiance à nos pairs ou à des personnes qu'à des marques. C'est aussi parce que derrière, on n'a pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je demande des recommandations de resto italien, les personnes ne sont pas là pour me faire consommer. Donc, il y a forcément cette neutralité aussi qui joue beaucoup. Et donc, quand on réfléchit à par exemple, changer d'entreprise, tu nous parlais de cooptation, c'est la même chose, en fait. Ou collaborer avec une entreprise. Est-ce que tu peux me parler de telle entreprise, toi qui es collaborateur chez eux, ou alors j'hésite à rentrer en business avec telle société, j'ai vu que tu en parlais beaucoup, est-ce que tu peux m'en dire plus? Mais voilà, il y a vraiment cette logique aussi de neutralité et de confiance qui est déployée. Et donc quand vous faites aussi la voix de votre entreprise, vous permettez aux gens d'accéder à cette information-là.
Autre sujet, on en a parlé rapidement tout à l'heure, tu parlais du sentiment d'appartenance. Ouais. Ça, c'est très, très fort, hein. Effectivement, c'est un besoin fondamental de l'homme. On peut penser à Allen Baumeister et Léry qui ont écrit des recherches qui s'appellent The Need to Belong et dans lesquelles ils nous expliquent que pour un collaborateur, pour un salarié, ce sentiment d'appartenance, ça a un impact très direct et très puissant sur la santé et sur le bien-être de chaque collaborateur et par extension sur la motivation des équipes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire, voilà, quand je poste sur, par exemple, LinkedIn, je parle d'Extia, je vois les collaborateurs qui réagissent, Arnaud Frey, notre président, qui commente, etc. En fait, je suis dans ce sentiment d'appartenance aussi et je sens appartenir à une communauté. Et ça, c'est très fort et c'est un avantage aussi très direct, a fortiori dans les entreprises où développer la cohésion est un enjeu fort. C'est ça, ce sentiment d'appartenance qui rejoint celui du lien dont on parlait tout à l'heure. On peut prendre cette image aussi des supporters de foot, de rugby ou autres sports qui endossent un maillot de sport. À partir du moment où on endosse ce maillot de sport, on endosse toute l'histoire du club sportif et on se sent appartenir à cette communauté. Et ça, c'est un lien qui est extrêmement fort, extrêmement valorisant. On peut faire le parallèle, par exemple, avec une bannière LinkedIn, tout simplement, ou avec une photo un peu chartée aux couleurs de l'entreprise. À partir du moment où ce petit geste qui peut paraître anecdotique est fait, déjà, on développe ce sentiment d'appartenance, cette fierté chez les collaborateurs et chez les collaboratrices. Et on va avoir un quatrième impact, c'est l'impact qu'on peut avoir sur l'engagement versus même l'absentéisme, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 49% des RH qui alertent sur l'absentéisme, selon un baromètre, le baromètre Aiming 2025. L'absentéisme, c'est quelque chose qui est assez courant dans les entreprises, c'est très problématique, c'est un coût énorme pour ces boîtes-là. Et par définition, lorsqu'on est fier d'appartenir à une entreprise, on ne va pas avoir tendance à la fuir, cette entreprise. L'absentéisme, c'est ni plus ni moins que la fuite de l'entreprise de manière momentanée. Le turnover, c'est la fuite de l'entreprise, mais de manière pérenne. Quand on est fier de son entreprise, plutôt que de la fuir, on va y rester et on va afficher et clamer haut et fort le fait d'y appartenir. En ça, l'employé advocacy, c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant pour répondre justement à ce problème de turnover, d'absentéisme que les RH justement craignent au plus haut point. Et puis ça permet de rester toujours en fait dans cette démarche. On le disait, si la démarche elle est saine, elle est vertueuse et elle est orientée vers une fierté authentique, la fierté de l'artisan, on y revient. On est vraiment dans une démarche où chaque collaborateur a aussi la possibilité d'auto-alimenter son propre capital de motivation. C'est-à-dire que là, je suis plus dépendant de mon manager, je suis plus dépendant des autres, mais je suis en capacité de me dire voilà. Est-ce que je suis aligné avec le projet? Qu'est-ce qui me rend fier? On en parlait tout à l'heure. Laurent, Morgan nous disait, voilà, nous, on est aligné avec les valeurs. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc, puisqu'on vous avait promis en intro de conférence de parler d'actions très concrètes et actionnables qu'on pouvait faire, je pense que ça, c'est quand même le premier point qu'on peut aborder, notamment puisque ça vous intéresse dans le chat, c'est de se dire, voilà, vous êtes une entreprise, vous avez envie de développer votre programme ambassadeur, vous avez envie de développer cette notion aussi de fierté chez les gens. Il y a deux éléments qui sont extrêmement importants, c'est le sens et la reconnaissance. Ça, c'est les deux mots-clés à avoir en tête. Le sens, de manière très concrète, c'est permettre à chaque collaborateur de comprendre quel est l'objectif, quel est le projet de l'entreprise, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ensemble et quels sont les impacts qu'on va aller chercher. Si vous communiquez clairement sur cet aspect-là et que vous vous assurez que chaque collaborateur comprenne ce sens-là, ça va leur permettre quoi? Tout simplement de se dire, j'ai compris l'objectif, est-ce que je suis aligné? J'ai compris l'impact qu'on va aller chercher, est-ce que moi je veux aller le chercher également? J'ai compris la manière dont on fonctionne, est-ce que cette manière correspond à mes valeurs et à ma manière de faire? Si vous avez cet alignement-là, très naturellement, vous allez pouvoir développer ce sentiment de fierté. À minima, je suis dans une entreprise dont je partage pleinement ou en partie le projet. Deuxième élément essentiel, et là c'est quelque chose qui est très auto-centré, mais l'orientation vers soi est toute naturelle, au même titre que le sentiment d'appartenance, c'est la logique de reconnaissance. C'est-à-dire j'ai compris le rôle et l'impact et le projet de l'entreprise. Maintenant, moi, concrètement, Benjamin, toi, concrètement, Guillaume, comment est-ce qu'on y participe dans le grand maillon de la chaîne de l'entreprise, nous, notre maillon, il sert à quoi? Et donc, quel est mon rôle? Et par extension, surtout, est-ce que je suis reconnu pour ce rôle-là? Parce qu'encore une fois, on disait, c'est très libérateur de dire, moi, je peux m'auto-satisfaire de ce que je fais chez Extia, dans la communication, etc. Mais on est aussi des êtres sociaux, on a aussi besoin d'être dans cette qualité de la relation et de savoir que nos pairs, les équipes chez Extia reconnaissent aussi l'impact de la communication et l'impact de notre rôle. Donc, si vous avez ces deux pieds sur lesquels vous installez, le sens, la reconnaissance, là, vous pouvez vraiment créer
à notre sens. Pas de vérité absolue, mais selon nous, cette dynamique très, très vertueuse de fierté en entreprise et donc, par extension, d'employé advocacy. Ouais. Et on a un exemple très concret qui permet d'illustrer ça. J'avais fait un tournage vidéo chez Île-de-France Mobilité. Vous pouvez retrouver les vidéos sur LinkedIn. Et j'avais échangé donc avec les salariés d'Île-de-France Mobilité sur le sens qu'ils pouvaient trouver au quotidien dans leur mission. Et chez eux, justement, ce qui les animait tout particulièrement, c'était l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la vie des Franciliens. Par exemple, lancer une nouvelle ligne de tram, une nouvelle ligne de métro ou de bus, ça pouvait faciliter la vie, faciliter le quotidien de milliers de Franciliens. Et ça, c'était vraiment ce qui les animait au quotidien. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs de rester fidèles à cette entreprise et donc, encore une fois, de lutter contre ce sujet du turnover dont on parlait tout à l'heure. Alors, on va avoir une deuxième règle d'or qui est extrêmement importante, c'est celle de lever les freins de ces salariés en interne. Quand je rencontre des entreprises, des salariés, la plupart me disent « Ouais, mais moi, en fait, poster sur LinkedIn, c'est pas naturel et surtout, j'ai peur, en fait, de pas être légitime. J'ai peur que les gens me disent « Mais ce post, il n'est pas du tout intéressant. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment de likes ou de commentaires. » C'est finalement ce syndrome de l'imposteur qui ressort. Et notre rôle en tant qu'employeur, en tant que responsable RH, ça va être finalement de rassurer ces salariés, de les accompagner vers la création de leur post LinkedIn. Et chez Extia, je crois que justement, vous avez une formation qui permet de faciliter ça. Bien sûr, alors c'est Sam, toujours pareil, derrière en régie, qui s'en occupe, qui est notre social media manager. Et on a également une formation avec Blend qu'on aime beaucoup dispenser chez nos clients sur justement le programme d'ambassadeur de manière générale. Et ce qui est intéressant ici, effectivement, c'est de se dire que souvent, quand les gens ne prennent pas la parole, c'est pas du désengagement, c'est pas du désintérêt, il n'y a pas forcément de désalignement, mais juste, en fait, je n'ose pas. Et nous, souvent, ce qu'on a en formation, quand on va voir nos clients, c'est des gens qui nous disent, mais en fait, qui ça intéresse ce que j'ai à raconter? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le droit? Des fois, il y a aussi ça, comme pour nous, c'est évident, mais est-ce que j'ai le droit de prendre la parole et de parler de mon entreprise? Et donc ça, c'est des enjeux. Effectivement, quand on parle de lever les freins, comme le job du manager, on va lever les freins de vos équipes pour qu'elles puissent travailler et performer. Ben là, c'est la même chose. Et donc, typiquement, avec Blend ou avec les équipes d'Extia, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. Donc, voilà, comment je définis déjà une ligne éditoriale? Comment est-ce que je me sens légitime à prendre la parole? Par exemple, voilà, qu'est-ce qui me plaît? Sur quoi je suis compétent? Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Qu'est-ce qui va apporter de la valeur ajoutée aussi? Voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser ou qu'on peut vous aider à vous poser. Et ensuite, à partir de ça, d'accord, je sais à peu près de quoi j'ai envie de parler. Et donc, quels sont les codes de LinkedIn? C'est pas donné à tout le monde de les maîtriser. Donc, quand est-ce que je poste? Comment est-ce que je m'assure aussi d'avoir des posts qui ont de la visibilité? Parce que derrière, qu'est-ce que ça va créer? Cette fameuse sensation un peu de la récompense, c'est-à-dire ce cercle vertueux du plaisir. Je fais un post, les gens commentent, c'est Laurent qui disait, effectivement, ça fait plaisir quand on voit des interactions, les gens commentent, les gens like, et donc là, je me dis, c'est super, j'ai envie de recommencer. Et donc là, on rentre encore une fois, toujours pareil, c'est la dynamique qui est importante, c'est le chemin qui est important, pas la destination. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, et donc on va inciter et inviter les gens, grâce à ça, à continuer à le faire de plus en plus. Ouais. Et puis on a une troisième règle, le snack content. Le snack content, ça c'est hyper important aussi. Donc, Myrtille, elle travaille chez vous, elle est hyper impressionnée par un projet qui a été mené, elle a envie d'en parler, elle est hyper fière, elle y a participé. Maintenant, elle se dit, OK, comment je communique sur le sujet? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire, pas dire? Est-ce qu'on a peut-être une vidéo? Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, le tips dans ces cas-là, et ce qui est très utile, si vous ne l'avez pas encore, c'est peut-être de créer une médiathèque avec plusieurs contenus. Ça peut être des carousels, des vidéos, des photos, des contenus audio. En tout cas, un contenu libre d'accès pour vos collaborateurs, pour vos équipes, dans lequel ils vont pouvoir aller piocher et ensuite partager différents sujets d'intérêt sur les réseaux. Pour les aider, on peut également imaginer, on a ironisé sur le sujet quand on communiquait sur la conférence, mais les prêt-à-poster. Prêt-à-poster, c'est pas complètement à bannir. Néanmoins, le prêt-à-poster, c'est une béquille, c'est quelque chose qui va aider les gens pour commencer à prendre la parole. Par exemple, Myrtille, pareil, elle veut parler de ce projet, elle ne sait pas trop, elle a peu confiance dans ses capacités rédactionnelles. Peut-être que si Sam de la com lui fait un premier jet de poste, ça va lui permettre soit de le personnaliser, soit peut-être au début, se dire, je le fais tel quel, ça a été écrit par la com, c'est bon. Et puis le troisième, potentiellement, elle se dira, mais moi, j'ai une vision particulière du projet, j'ai quelque chose en plus que j'ai envie de dire, j'ai un sujet qui n'est pas du tout lié à ma boîte, mais dont j'ai envie de parler, etc. Et au fur et à mesure, vous allez du prêt-à-poster à prêt à personnaliser, voire au post auto-rédigé. Et là, c'est plus authentique, c'est plus pertinent. Surtout qu'il faut quand même garder en tête une chose, l'algorithme
Gardez en tête l'algorithme LinkedIn. Si on est sur du prêt-à-poster et que tout le monde fait le même contenu, on est sur ce qu'on appelle du duplicate content. Et donc, en fait, l'algorithme va complètement baisser la vividité de ces posts. Et donc, en fait, vous êtes dans une démarche plutôt chronophage, un peu pénible quand même pour les gens de recevoir des prêt-à-poster toutes les 5 minutes et qui, en plus, va pas engranger de résultats. Donc, ça, c'est difficile. Alors que la petite médiathèque, snack content, tout le monde peut piocher et quelques éléments pour vous mettre le pied à l'étrier, associé à une démarche plutôt saine et vertueuse, orientée de la fierté, là, ça déroule. Et ça, c'est un peu en fait comme les petites roulettes d'un vélo. En fait, quand vous apprenez à faire du vélo, on vous met les petites roulettes. Les posts justement prêts à poster, c'est un peu les petites roulettes qui vous permettent de vous lancer. Après, on enlève les roulettes assez rapidement et chacun est autonome justement dans la publication sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux, etc. Vous voulez la caser, les petites roulettes? J'aime bien l'idée des petites roulettes. En prépa, les petites roulettes, c'est important. C'était pas mal. Mais tu as raison, effectivement. Et on va voir notre 4e règle. La dernière règle, ça va être celle de l'exemplarité. C'est-à-dire qu'en gros, si on lance un programme d'employé advocacy, mais que les managers ou le COMEX ne diffusent pas de la même manière, ça va être problématique. L'idée, c'est vraiment d'embarquer les managers dans la publication sur ces réseaux. Et à partir du moment où les managers vont jouer le jeu, leurs équipes vont par mimétisme de fait jouer le jeu. Alors peut-être pas toutes les équipes, mais en tout cas quelques personnes au sein des équipes devraient le faire. J'ai un exemple concret là encore, c'est celui de Laurent Bécart, qui travaille chez Groupama, qui est responsable de la marque employeur, responsable RH chez Groupama, qui poste régulièrement, qui a beaucoup d'interactions sous ses posts, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et forcément, le fait qu'il poste de son côté assez régulièrement au sein de ses équipes, donc les responsables RH, les responsables recrutement au sein des agences Groupama, etc., vont par mimétisme faire exactement la même chose et c'est ce qui va permettre à l'entreprise finalement de rayonner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, c'est un sujet, c'est de l'exemplarité, puis il y a quelque chose de très, c'est de la capillarité en fait. On a nous un exemple à Nantes, Vanessa, si tu nous écoutes, tu te reconnaîtras, mais donc on développe une agence à Nantes avec Extia. Et donc Vanessa nous rejoint, qui est hyper active sur LinkedIn, elle est très expansive comme personne, donc elle adore prendre la parole, etc. Et donc elle arrive à Nantes, et donc elle commence à le faire, elle en parle aux équipes en disant mais c'est super, il faut que tu partages le projet, partage la réussite, etc. Et donc elle diffuse, elle a une énergie hyper communicative, elle diffuse vraiment ça auprès des équipes. Et donc là on commence à voir dans l'agence de Nantes, beaucoup plus que dans d'autres agences, des gens qui prennent la parole, etc. Donc ça c'était déjà il y a 5-6 ans je pense. Et en fait maintenant par capillarité, on a eu des transfuges, donc des gens qui bossaient dans une agence et qui sont arrivés à Nantes, qu'on voyait peu sur LinkedIn, et en fait au bout d'1 semaine, 2 semaines, qui communiquaient beaucoup, parce qu'en fait ça a été devenu comme une sorte de norme sociale. L'agence Nantes, et aujourd'hui c'est le Grand Ouest, il y a beaucoup plus d'agences, mais en fait tout le monde est dans cette dynamique, parce qu'en fait Vanessa a montré l'exemple, qui est aujourd'hui RRH de l'agence, et en fait tout le monde a pris le parti, et maintenant c'est devenu vraiment une dynamique. Tu te sens vraiment porté par cette énergie positive de poster. Il n'y a pas le ridicule, finalement on n'a plus du tout peur du ridicule ou peur de la page blanche ou de ne pas avoir de like. Au contraire, on est animé par cette énergie positive pour poster, et c'est tout ce qu'on recherche sur un programme d'employé advocacy. Exactement. Donc je vous rappelle quand même que si vous voulez, on a alors Laurent Morgan avec Lynn, on lit en même temps, c'est pour ça que je regarde la tablette, vos commentaires, mais vous pouvez également poser des questions si vous en avez, on y répondra dans quelques minutes. On a fait exprès de garder un format assez court, de sorte à ce qu'on puisse interagir ensemble. Et donc du coup, on voit là dans le chat que vous nous expliquez que vous gardez également, vous, alors 2 types intéressants. Déjà, Laurent, tu nous parles de la rédaction avec l'IA, c'est hyper intéressant aussi. Effectivement, ça peut permettre de lever un frein supplémentaire parce que est-ce que je suis une bonne plume ou pas, j'ose peut-être pas rédiger, ou en tout cas j'ai du mal. Effectivement, l'IA, si vous lui expliquez le fond de votre pensée, le propos, l'intention avec un prompt bien construit, ça vous permet d'avoir des posts qui sont déjà pré-rédigés. On vous invite quand même tout de même à les retravailler un petit peu pour vraiment avoir cette patte très, très personnelle, cette touche très personnelle, mais c'est un excellent levier pour vous aider. Pareil, pour vous aider à construire votre ligne éditoriale si vous posez des questions. Vous pouvez très bien, au même titre que du coaching individuel, vous dire voilà ce qui m'intéresse, ce sur quoi je suis compétent, ce dont j'aimerais parler, voilà ce que fait ma boîte, voilà mes intentions. L'IA, c'est un peu un coach inépuisable auquel vous pouvez poser toutes vos questions, et ça vient rassurer aussi. Alors, restez bien en ligne pour le jeu concours, je le rappelle quand même, il y a un petit jeu concours dans quelques minutes, un tirage au sort qui vous permettra de remporter un coaching par les équipes externes, un coaching sur votre propre personal branding et un snack content type article, épisode de podcast ou petite vidéo. Voilà, en quelques minutes. Exactement.
Et donc, Morgane qui nous dit également que toi, tu fais des listes d'idées que tu développes au fur et à mesure et après, tu pioches dedans en fonction de l'actu. Ça, c'est hyper intéressant. Alors ça fonctionne pour les com corporate, pour les com perso, mais ce qu'on appelle actu chaude, actu froide. J'ai 2-3 sujets d'intérêt que je peux partager. Par exemple, notre réflexion sur la fierté, on aurait pu la partager à n'importe quel moment. Bon, bah, du coup, je le rédige, c'est intéressant. En plus, c'est aussi, je trouve, à titre personnel, toujours chouette de se pencher sur la rédaction d'un post et donc structurer son idée et tirer le fil de la discussion. Et après, il y a de l'actu chaude. Demain, on ouvre une nouvelle agence Extia, tu décroches un super partenariat avec Influenceur RH, et ça, j'ai envie d'en parler et de prendre la parole dès maintenant. Donc, c'est intéressant, effectivement, de distinguer les deux. Qu'est-ce qu'on voulait aborder d'autre avec vous? Une question de Delphine. Delphine qui nous dit, en encourageant une prise de parole authentique, comment protégez-vous l'irréputation de l'entreprise face au risque de bad buzz? Alors c'est vrai qu'on a peu parlé d'irréputation, un petit peu quand on parlait pizzeria, mais c'est un sujet hyper intéressant, hyper important. Ouais. Moi, j'aimais bien la citation de Socrate. Quel est le moyen d'acquérir une bonne réputation? C'est de se rendre tel que l'on veut paraître. Là, c'est vraiment pour faire le côté un petit peu érudit. Je plaisante, mais en gros, par rapport à la réputation, ce qui est important, c'est de diffuser avec authenticité. C'est vraiment ça qui va être extrêmement important. Et le risque de bad buzz, finalement, il est assez mesuré. Qu'est-ce qu'un bad buzz? En réalité, il va y avoir plusieurs types de bad buzz. D'un côté, on va avoir des gens qui posent des questions qui sont parfaitement légitimes, des questions qui ne sont pas là pour vous dézinguer, en gros, mais qui sont plutôt là pour répondre à des préoccupations. Par exemple, vous postez sur LinkedIn et derrière, vous avez un candidat, une candidate qui dit « Ouais, moi, j'ai postulé il y a 2 semaines et j'ai pas encore obtenu de réponse. » Pour moi, ça, c'est pas un bad buzz. C'est juste, en fait, une question qui est complètement légitime. On demande à l'entreprise comment se déroule le process de recrutement. Donc là, pour désamorcer ça, tout simplement, on répond, on a bien reçu votre candidature et justement, notre process de recrutement se déroule de la manière suivante. On reçoit la candidature et finalement, on répond dans un délai de 3 semaines. Donc, rassurez-vous, on vous répondra dans les quelques jours à venir. Ça, c'est un premier sujet. Après, on peut avoir le vrai bad buzz, c'est-à-dire une personne qui cherche vraiment, pour le coup, à vous nuire. Et comment on désamorce ça? Pour moi, c'est aussi simple que de proposer un échange privé. Aussi simple que ça. Dire, ouais, j'entends ce que vous m'écrivez, je lis ce que vous m'écrivez, et ce que je vous propose, tout simplement, c'est qu'on puisse échanger en privé. Et là, on désamorce la discussion avec la personne donc, qui cherchait à nous nuire, mais on désamorce aussi cette discussion vis-à-vis de l'ensemble de la communauté LinkedIn. On se montre finalement à l'écoute d'une personne qui, de base, veut nous nuire, et on adopte de fait cette posture d'humilité, finalement, par rapport à ce type de commentaires. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de désamorcer les bad buzz. Tout à fait. Et donc, pour rebondir également sur ta question, Delphine, et compléter, quand on dit, si j'encourage tous mes collaborateurs à prendre la parole, comment potentiellement je gère la réputation? En fait, la réputation de l'entreprise, elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, c'est autant ce que nous, on va dire de nous, ce que les gens disent de nous, voire même, je pense, beaucoup plus que les gens disent de nous que ce que nous, on dit de nous-mêmes. Donc, en fait, l'idée, encore une fois, si on est dans cette démarche saine et vertueuse, de se dire, qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi est-ce que vous avez envie de prendre la parole? On encourage les gens à le faire, peu importe les sujets qu'ils auront envie d'aborder, c'est super. Potentiellement, s'il y a des points de frustration, des crispations qui sortent comme ça sur les réseaux sociaux, c'est aussi une manière comme une autre de prendre le feedback. Alors des fois, ça peut peut-être un peu grincer des dents parce qu'on se dit « Oh là là, parler de tel sujet », mais en même temps, c'est un sujet, on prend le feedback, on va voir la personne, comme tu dis, de toute façon, ça sert à rien d'avoir le débat en ligne, on prend le sujet et puis on l'adresse. Et potentiellement, ça vous permet de gérer un irritant de manière très rapide, de ne pas le laisser péricliter et de montrer aussi qu'en fait, toute entreprise a des axes d'amélioration, donc une entreprise n'est parfaite, et donc ça fait aussi partie du jeu et de l'authenticité derrière. Et je pense que ça rebondit également, Laurent, à ta question, qui nous dit, quand vous postez sur LinkedIn, comment est-ce qu'on se protège des rageux qui font des commentaires déplacés, agressifs? Ça répond, en tout cas, je trouve que la réponse est assez similaire, c'est de te dire, tu peux soit les inviter à avoir un débat privé, mais bon, si on est vraiment dans du troll, du commentaire rageux, agressif pour l'être, potentiellement, on peut aussi dire en tout cas, moi, ma technique, c'est de l'ignorer. Donc, en fait, rentrer dans le débat, potentiellement, ça serait stérile si c'est une personne qui n'est pas là pour débattre foncièrement, mais juste qui est là pour être agressif sans fond. Si c'est agressif, on peut même le dénoncer en réalité. Il y a plusieurs niveaux de commentaires négatifs.
comme on le disait tout à l'heure, le niveau négatif, positif, c'est-à-dire voilà, juste simplement une question à laquelle on peut répondre. Le niveau un peu négatif, mais qui tend à dévaloriser l'entreprise, on propose d'échanger en commentaire. Et le niveau vraiment purement agressif et insultant, là concrètement, on dénonce. Je veux dire, ça n'a pas sa place encore moins sur une plateforme comme LinkedIn, quoi. Tout à fait. Alors, on a d'autres questions qui sont en parallèle. Sabine qui nous dit si l'entreprise si l'entreprise vit des remous, licenciements, confiance abîmée, comment rester actif sans minimiser les difficultés? Si tu veux apporter une réponse à ça, je peux. Mais si l'entreprise, toute entreprise vit un moment des remous, des difficultés, l'idée, encore une fois, je pense, c'est d'adopter une posture d'humilité par rapport à ce type de situation et d'être vraiment dans l'écoute, dans la compréhension, plutôt que dans le débat, en réalité, qui serait assez stérile, d'accepter finalement que la situation est difficile. Si elle est difficile pour les salariés, elle l'est aussi pour l'entreprise a priori. Donc pour moi, c'est vraiment cette posture d'humilité qu'il faut cultiver sur LinkedIn et répondre, peut-être essayer de désamorcer en proposant d'échanger encore une fois en privé. C'est peut-être le mieux à faire, je pense. Et puis surtout, c'est de se dire, alors chaque situation est très personnelle, mais là en l'occurrence, par exemple, effectivement, on peut rencontrer des difficultés. À côté de ça, peut-être que l'entreprise et toute sa réputation, son activité ne se réduit pas à ces difficultés-là. Donc on peut effectivement les adresser, encore une fois, de manière transparente, de manière authentique. Gardons en tête aussi que chaque crise est une opportunité. Donc potentiellement, essayer de voir aussi quels sont les éléments qu'on va apprendre de cette crise, communiquer sur les difficultés par contre rencontrées, mais surtout les apprentissages derrière. Essayer de voir est-ce qu'on peut retenir du positif ou pas. Après, effectivement, il y a aussi des moments où potentiellement, selon le sujet, la discrétion est de mise parce qu'on va vouloir respecter aussi une situation donnée. Voilà, c'est très personnel. En revanche, je pense que c'est pas antinomique de rencontrer des difficultés en entreprise, de vivre des moments un peu difficiles et malgré tout de prendre la parole. Encore une fois, une question de dosage. Par rapport au sujet et par rapport à cette humilité dont tu parles. Ouais, j'ai un exemple concret. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais une entreprise qui est en plein PSE dans laquelle je vais intervenir à peu près dans 2 semaines, qui pour autant continue de nourrir son programme ambassadeur, continue justement à cultiver cette communauté. Ils ont à peu près une vingtaine, ils ont 24 ambassadeurs exactement. Et en fait, ces ambassadeurs, ils continuent à leur donner des tips pour communiquer sur LinkedIn, mais pour le moment, ils leur demandent tout simplement de faire un peu profil bas le temps que le PSE passe. En gros, les PSE sont souvent liés aussi à de l'innovation. Par exemple, il y a une innovation qui émerge sur le marché du travail. Et du coup, on a tout un tas de salariés qui sont peut-être plus forcément capables de gérer leur mission au quotidien. Enfin, c'est un petit peu compliqué finalement de les accompagner vers l'adoption de ces nouvelles innovations. Donc, on a le PSE qui passe, on fait un petit peu profil bas. Et puis, d'ici quelques mois, on reprend activement la communication, potentiellement de recrutement, puisque là, cette entreprise-là compte recruter activement à partir de septembre-octobre. Donc, jusqu'en septembre-octobre, profil bas, et puis après, on reprend la communication dans le cadre des recrutements. Mais c'est sûr que c'est une situation qui n'est pas forcément évidente. Toujours est-il que, effectivement, Delphi de la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on te rejoint. Mais voilà, ça fait partie aussi du voyage, c'est-à-dire que la communication, c'est pas uniquement mettre un vernis et un spin positif sur tout ce qui se passe. La communication, c'est partager l'activité de manière aussi authentique. Et surtout quand on parle d'ici de programme ambassadeur, quand c'est les collaborateurs qui prennent la parole, libre à vous de dire ce que vous souhaitez, encore une fois, ce qui est aligné avec vous-même. Donc, ce qui est à retenir, et ensuite on a peut-être une dernière question, pardon. Tac. Ah non, c'est bon, c'était juste un pop-up. Ce qui est à retenir de ça, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui avec Guillaume, et ensuite on vous révélera les gagnants du concours. Pour conclure, c'est que le sujet de l'employé advocacy, c'est pas un corvée marketing, c'est pas un service que vous rendez à l'entreprise, c'est pas une demande nécessaire non plus. Le sujet de l'employé advocacy, c'est vraiment un sujet d'émotion. C'est un sujet qui est lié à la fierté, et on vous le rappelle, la fierté, c'est ce qui vous permet de ressentir si vous êtes aligné avec le projet global de l'entreprise, ses impacts, ce que vous trouvez du sens dans ce que vous faites, et par conséquent, c'est une émotion qui va aussi être liée au degré de motivation, d'engagement des collaborateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait en parler quand on parle des ingrédients d'une Great Place to Work. La fierté, ça a un impact très concret sur le bien-être des collaborateurs, leur niveau d'engagement, et par conséquent, sur la notion de performance. La prise de parole sur LinkedIn ou en public ou auprès de vos pairs, ça n'est que la conséquence directe
de ce bien-être et de cet alignement. Et donc, c'est ça qu'on va rechercher en premier lieu, je pense. Exactement. L'employé advocacy comme conséquence de la fierté des salariés en entreprise. On va passer peut-être au jeu concours. Bien sûr. Alors, est-ce que Maître Nathalie, qui nous montre un panneau comme ça, attention. Avec le nom écrit en gros. Alors, donc, le premier contenu qu'on vous avait proposé, c'était donc un coaching LinkedIn avec Blend. Et donc, du coup, c'est Sabine Cognard qui gagne ce coaching. Félicitations, Sabine. On te contactera juste après. Bravo, Sabine. Et puis le deuxième nom qui s'affiche non pas à l'écran mais sur une grande feuille au fond de la salle et qui remporte effectivement le deuxième lot, c'est Aude Eating. Bravo à Aude également. Je ne sais pas si vous êtes présentes toutes les deux dans le chat. Si vous avez envie de réagir, je vois que Aude et Sabine sont déjà en train de taper sur leur écran. Voilà, écoutez, on est très contents en tout cas de vous avoir eu sur ce webinaire. On espère que ça vous a plu. Exactement. Donc, vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, plus de conférences Blend sur le YouTube d'Extia, puisqu'on en a animé une il y a quelques semaines sur la fierté avec Emmanuel Payet et Julien Brézin, qui est le directeur général de l'Institut Great Place to Work France. Et puis, on continuera cette série de conférences très prochainement avec un sujet lié à l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour pouvoir continuer ces séries avec nous. Et puis, vous pourrez retrouver également le podcast, le replay, quelques articles et ressources pédagogiques qu'on partagera également avec Guillaume pour vous aider sur le sujet. Exactement. Merci beaucoup pour tous vos commentaires là qui affluent. Merci à toutes et tous et hâte de vous retrouver prochainement sur LinkedIn, forcément, et puis même en présentiel, pourquoi pas. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine. À très vite.